Salut mes petits pragmas. On avait abordé sur la chaîne l'histoire des OGM et que l'Europe voulait pousser les OGM, elle voulait des OGM, elle voulait imposer des OGM. Seulement, historiquement, la France, l'Europe, a souvent refusé ces OGM, surtout que ceux qui veulent nous imposer, sont très pernicieux, puisqu'ils s'approprient clairement le génome du vivant, c'est-à-dire que si, je vais dire une bêtise, ta tomate ancienne, elle est résistante à un ravageur ou à une maladie, et que eux, les créateurs, les scientifiques qui créent les OGM, décodent le bout de code de son génome qui fait qu'elle est résistante à cette maladie ou ce ravageur, et l'intègrent dans ces OGM, ça lui appartient. Et dès ce moment-là où ça lui appartient, toi, avec ta tomate ancienne, toute naturelle qu'elle est, tu viens à être une contrefaçon. Et tu leur dois une propriété intellectuelle. Elle est pas belle la salade. Mais là, encore pire, c'est qu'ils sont en train de falsifier. Ils sont en train de falsifier des recherches. Puisque au CNRS, donc c'est un article de Reporter, au CNRS, les chercheurs incitaient à faire la pub des nouveaux OGM. Alors quand on voit ça, est-ce qu'on peut pas comprendre qu'il y ait de plus en plus de complotistes sur les réseaux et dans la vie de tous les jours, j'ai envie de vous dire. Puisque au bout d'un moment, à force de traficoter les trucs comme ça, à base de ah bah oui mais c'est scientifique, bah oui bah la zététique et tout ça, puis qu'on vous fait des fausses recherches, des recherches orientées, donc biaisées, eh bien on peut comprendre qu'il y ait de plus en plus j'allais dire de sceptiques, non, de complotistes, puisque en fait, vous le faites de vous-même de créer des comploteurs, des comploteurs, des complotistes. Mais après, ouais, c'est facile, comme ça, après, ça leur sert. Bah ouais, les conspirationnistes, les fachos d'extrême droite, etc., ils croient pas en la science, nanani, nanana, on connaît la musique. Mais là, c'est écrit en toutes lettres. Au CNRS, les chercheurs incités à faire la pub des nouveaux OGM. Comme quoi, ça infiltre vraiment partout et il n'y a plus rien de libre. Je veux dire, la science est censée être impartiale. Or là, si on commence à l'orienter, je suis désolé, mais c'est plus impartial. Une branche du CNRS a poussé ses chercheurs à se positionner publiquement en faveur des nouveaux OGM. Le retour de cette vieille technique de propagande industrielle a choqué de nombreux scientifiques, notamment écologues. La science est claire. Faites confiance à la science, dit-lui au NGT. Donc les NGT, il me semble que c'est ces nouveaux OGM qu'ils essaient de nous imposer. Au début du mois de février, ce genre de message a fleuri sur les réseaux sociaux. Des scientifiques de toute l'Europe, espagnols, italiens, allemands, bulgares, slovaques. C'est pas qu'en France, On se demande bien par qui c'est piloté tout ça. Et de plusieurs laboratoires français se sont pris en photo accompagnés du hashtag Give Gen a Chance. Donnez une chance aux gènes. Cette campagne de communication visait, au nom de la science, à soutenir la proposition de dérégulation des NGT, ces OGM nouvelle génération. Ces OGM hyper vicieux, comme je vous ai dit en début de vidéo. Avant le vote sur le sujet au Parlement européen, une démarche victorieuse puisque celui-ci a voté en faveur de l'arrivée des NGT, donc on va s'en bouffer les gars dans l'agriculture européenne. En France, dès décembre 2023, le CNRS se prononçait officiellement en faveur de la dérégulation des NGT. Mais une branche de l'institution, l'INSB-CNRS, Institut des sciences biologiques, est allée un cran plus loin, à l'occasion de la campagne de communication de février, en incitant fortement ces chercheurs à participer à cette prise de position politique. Et là, du coup, j'aimerais poser la question à tous ceux qui se revendiquent zététiciens, etc., et qu'il faut faire confiance à la science, etc. Qu'est-ce que vous dites donc de ce genre de manigance? Est-ce que là, du coup, il faut faire confiance aveugle à la science et puis bouffer tes OGM? Je pose la question.
une invitation à participer à l'opération de com dans un mail envoyé à ses directrices et directeurs d'unité le 5 février que Reporter a pu consulter. Le secrétariat de l'INSB les invite à participer à la diffusion de cette action. Il a même mâché le travail de ses équipes en leur fournissant un tableau rempli de propositions de posts déjà rédigés, de hashtags et de comptes à identifier lors de la publication. Donc clairement, c'est de la propagande à ce niveau-là. C'est de la propagande. On t'invite, entre guillemets, à participer à ça en te mettant le hashtag qui va bien pour faire monter le truc en top tendance. Donc là, on est clairement sur une propagande médiatique sur les réseaux sociaux. Beaucoup de chercheurs ont été choqués par cet email et ce lobbying agressif du CNRS. Témoigne une écologue chercheuse au CNRS qui souhaite garder l'anonymat. On se demande pourquoi. Mais on se demande de quoi. Qu'est-ce qu'elle craint si elle gardait pas l'anonymat. Mais on me dira mais non, mais c'est pas une dictature, c'est pas de la propagande. Non, bah non, bah non. Témoigne une écologue chercheuse au CNRS qui souhaite garder l'anonymat. Ce n'est pas un hasard si ce message a été envoyé aux unités de l'INSB et pas à celles de l'Institut Écologie et Environnement, INEE. Ils savent bien que ça aurait provoqué une levée de boucliers, et surtout que ça serait sorti publiquement beaucoup plus rapidement. Donc ils savaient très bien à qui ils s'adressaient déjà. Ils s'adressaient à un public acquis, et pas à des vrais défenseurs de l'environnement et de l'écologie. Juste avant le vote à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire que les chercheurs, vous avez validé ça en fait. Vous avez validé ce vote. Bravo, félicitations. L'expertise des écologues ignorée, car la communauté scientifique est loin de partager un avis sur les nouveaux OGM, aussi consensuel que ne laisse présager cette vaste opération de communication. Vous voyez en fait comment on a chanté le débat scientifique autour de ces OGM. Parce que la science, moi je veux bien, c'est de la recherche. Tu émets une hypothèse, cette hypothèse, tu permets à tes collègues de les casser. Mais là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la com publique en chantant tout un parti du discours scientifique. C'est juste dégueulasse, donc on désinforme la population par la même occasion. Donc je suis désolé, mais là ça s'apparente clairement à une technique de manipulation, telle qu'on pourrait les trouver dans les sphères justement conspirationnistes, complotistes, etc. Tout ce que la zététique aime taper dessus. Et ben c'est exactement le même mode d'opération, même mode opératoire qu'on retrouve ici. Dans la communauté française de recherche, pour faire simple, on trouve beaucoup de scientifiques pro-OGM. Parmi ceux qui font de la biologie des plantes, de la recherche moléculaire ou cellulaire, les chercheurs travaillant sur l'agroécologie, sur la biologie évolutive, sont beaucoup plus réservés, témoigne Philippe Jarne, lui-même écologue et évolutionniste au CNRS. Un point de vue partagé par Marc-André Sellos, biologiste au Muséum national d'histoire naturelle. Alors Marc-André Sellos, c'est une pointure au niveau de... j'allais dire biodynamie, non pas du tout. Au niveau de... Ah mince, Oh, j'ai perdu le mot. Enfin bref, la science des plantes en fait. Qui observe de l'extérieur ce qui se passe au CNRS. Utiliser ces OGM de deuxième génération pour faire avancer la recherche, la médecine par exemple, dans le confinement d'un labo ou d'une industrie, c'est légitime. Mais promouvoir leur utilisation dans des écosystèmes en libre évolution, cela relève de l'expertise des écologues. Et comme d'habitude, il a fallu que j'éternue au milieu d'une phrase. Mais promouvoir leur utilisation dans des écosystèmes en libre évolution, cela relève de l'expertise des écologues. Des gènes qui passent d'une espèce à l'autre, ça arrive tout le temps dans la nature, pour le meilleur et pour le pire. Donc ça, des gènes qui passent d'une espèce à l'autre, oui, ça s'appelle un F1 en fait. Juste, ces nouveaux OGM accéléreraient massivement l'évolution et on n'a pas de pilote à bord par le CNRS. Se positionne sans consulter ses propres experts en écologie évolution.
une vision techniciste et simpliste du génome. Plusieurs des chercheurs opposés au NGT que nous avons interrogés relatent ce même clivage. D'un côté, le point de vue rassurant des chercheurs, moléculaires ou cellulaires, dénoncés par leurs détracteurs pour leur vision techniciste et simpliste du génome. Des démiurges qui ne sortent jamais de leur labo. De l'autre, des sciences plus jeunes et davantage terrestres, comme l'écologie ou l'épidémiologie, faites par des chercheurs partageant d'autres représentations du monde, mais moins influents de par leur jeune histoire dans les arcanes du pouvoir des institutions scientifiques, d'après ce que nous confie un biochimiste du CEA, également sous couvert d'anonymat. C'est fou, hein, tous ces scientifiques qui osent pas prendre la parole et qui gardent leur anonymat, hein, qui ne veulent pas s'afficher, c'est fou furieux. Hein. Ces prises de position n'invalident pas nécessairement les propos rassurants de nombreux généticiens sur les NGT, mais de toute évidence, la science n'est pas aussi claire que l'écrivent certains, y compris au sein du CNRS. Donc là, on a essayé clairement d'orienter le débat en disant « Non, mais tous les scientifiques vous disent que c'est sain !» C'est pas vrai en fait. La déclaration du CNRS sur les NGT relève d'une préoccupation de recherche fondamentale pour préserver la possibilité de faire de la recherche en Europe sur les espèces végétales en utilisant des nouvelles technologies. Les confrontations pluridisciplinaires se poursuivent comme toujours au CNRS, nous a répondu la direction de la communication de l'institution. Donc, si les confrontations se poursuivent, pourquoi vous avez envoyé ce mail pour dire « Positionnez-vous de ce côté-là avec tel hashtag ?» Question est simple. D'attendre une réponse. Tout en précisant que l'initiative de l'INSB n'engage pas l'ensemble du CNRS. Ah bah oui, voilà. Bah oui, on se défausse. Ah bah c'est pas nous, c'est l'INSB. Ouais, mais c'est des chercheurs du CNRS qui ont adhéré. Merde, ouais, mais ça n'engage pas tout le monde en fait. C'est de la... Putain, c'est fourbe. Propagande éco-moderniste et lobbying industriel. Alors c'est marrant ça. Parce que depuis le début, on voit que le truc industriel, c'est de la propagande. Hein. On l'a vu, hein, la technique est clairement de la propagande. Et là, on vous dit qu'en fait, la propagande, enfin c'est ce qu'on essaie de vous faire croire, c'est l'écomodernisme. L'origine de la campagne Give Gen a Chance, promue par l'INSB, qui n'a pas répondu à nos questions au moment où nous publions, révèle cependant les motivations bien éloignées de l'impartialité scientifique revendiquée. L'opération a été organisée à l'échelon européen par 8 planètes. Bah oui, hein, si ça se passe dans tous les pays, bien entendu que ça a été organisé par l'Europe, qui se présente comme une ONG environnementale guidée par la science. Et donc on fait de la propagande. Ok, c'est la science. Sous couvert de neutralité scientifique, l'organisation promeut en réalité un message éco-moderniste. Plusieurs de ces branches locales vont jusqu'à reprendre ce terme dans leur nom. Et ça, c'est un truc que je vous avais dit. Qu'ils allaient reprendre les mots écologie, agroécologie, agroforesterie, et les tordre et leur faire dire et leur donner un sens qu'ils n'ont pas. Et pour les faire coller à un but industriel. Et là, on y arrive. Je vous ai dit ça il y a une dizaine de jours. 10 jours plus tard, ça y est, paf, ça sort. Cette philosophie cultive la croyance que le développement de la technologie de pointe est la seule voie à suivre pour sauver la planète. Alors, ça aussi, hein, sauver la planète, je vous rassure, la planète a pris un astéroïde dans la tronche. Il y a quelques milliards d'années de ça. Elle est encore là. Hein. Ah, elle est encore là. T'as pas besoin de la sauver, hein. C'est pas toi avec tes petits bras musclés qui va la sauver. Hein. Alors, ce que tu veux sauver, par contre, c'est ce système, cette société, la société de consommation, avec une multitude de gens, à moitié esclaves. C'est ça que tu veux sauver, en fait. C'est pas la planète t'en as rien à carrer en réalité. D'où un lobbying en faveur des OGM, mais également du nucléaire, une énergie vantée et même chérie par 8 planètes. La branche française du réseau a d'ailleurs été fondée par Myrto Tripathi, ancienne cadre d'Areva et fondatrice de l'association de lobbying française Les Voix du nucléaire.
Côté financement, 8 planètes explique que plus de 90% de ceux-ci lui viennent de la Quadrature Climatic Foundation, une structure issue du fonds d'investissement Quadrature Capital, lui-même créé par les énigmatiques milliardaires Greg Skinner et Sunil Setia, écrit le Guardian, et qui a par ailleurs investi plus de 170 millions de dollars dans les énergies fossiles. Généticien pro-OGM contre planteur de haies. De quoi lire sous un autre prisme la volonté de 8 planètes pour promouvoir des technologies pourvoyeuses d'un fort potentiel industriel. Bon, clairement, je pense que 8 planètes se met du côté de les plantes qui ne voient jamais le soleil, dans des fermes verticales, du côté des fermes à insectes, du côté de la viande synthétique, j'imagine, puisque c'est la solution pour sauver la planète. Il faut éliminer les vaches qui pètent. Toutes les disciplines scientifiques n'ont de ce point de vue pas la même valeur économique. C'est sûr que les écologues qui veulent replanter des haies ont moins de soutien industriel que les généticiens qui prônent le recours aux OGM. Et là, pourquoi ? Quand tu fais quelque chose qui va en faveur de l'écologie et de l'environnement, pourquoi tu as moins de soutien que quand tu vas vers ces directives-là ? OGM, viande synthétique, usine à insectes, là tu as le soutien de tout ce que tu veux en fait. Soupire Marc-André Sellos. L'ombre des intérêts industriels plane jusque dans la lettre ouverte initiée par 8 planètes, forte de la signature de 1500 scientifiques, dont pas moins de 37 prix Nobel, qui appellent au développement des NGT. Un argument d'autorité. Comment que c'est ça déjà en zététique, les arguments d'autorité, il faut toujours s'en méfier. Là, t'en as un beau, là. Sachant qu'il a été construit. Un argument d'autorité qui ne surprend pas Philippe Jarne. Le Nobel est un prix qui récompense la plupart du temps une innovation technique. Ce sont globalement des gens par essence favorables au développement des nouvelles techniques. Et on l'a bien vu, c'est pas parce que tu as un Nobel que tu ne dis pas de conneries. C'est du greenwashing très basique qui reprend les méthodes de l'appel d'Heidelberg, estime pour sa part Guillaume Roux, maître de conférences en physique à l'université Paris-Saclay, et membre d'Ecopolien, l'atelier écologique politique francilien. En 1992, cet appel avait aussi été signé par des milliers de scientifiques et 72 prix Nobel. Il appelait alors à se défier des pseudosciences en amont du sommet de la Terre à Rio. Ils appelaient à se défier des pseudosciences. Donc voilà, en fait, là on vous fait du scientisme en fait. Et tout ce qui va être des démarches comme la nôtre, c'est-à-dire de travailler sur sol vivant, etc., c'est de la pseudoscience. Ça va être de la pseudoscience. Point. Alors qu'on a une démarche pragmatique, en travaillant avec le sol vivant, en comprenant comment ton sol y travaille, etc. Mais ça sera de la pseudoscience. Il vaut mieux avoir des machines, outils automatisés dans les champs, des drones, des tracteurs drones, ce genre de saloperie avec des OGM, des pesticides, les zones de non-traitement qu'on n'a plus besoin de respecter, etc. Et puis allons-y Guingamp. C'est la science qui devait poser les jalons de nombreux enjeux écologiques. Sauf que cet appel avait en réalité été initié et pour les lobbies industriels, notamment celui du tabac qui craignait l'influence des mouvements écologistes. C'est une technique récurrente, on polarise le débat pour le confisquer et forcer les citoyens à se positionner. Et ça on l'a vu déjà, rien qu'avec la mobilisation des agriculteurs, c'est que la FNSEA s'est emparée du mouvement agricole pour le polariser, pour confisquer le débat et pour le rediriger. Donc tout ce... Vous voyez que le PULD commence à prendre forme. Et forcer les citoyens à se positionner de manière manichéenne. C'est ou t'es blanc, ou t'es noir. Mais il n'y a pas de gris, tu vois. T'as pas le droit de débattre comme moi, là je suis en train de faire, en train de vous dire, attention, parce qu'il y a aussi ça à voir, il y a ça à voir, il y a ça à voir. Tu peux pas faire un tableau d'ensemble, c'est tel sujet, t'es pour, t'es contre. Une partie des industriels et des politiques usurpent la confiance qu'ont les citoyens en la science, afin d'imposer leurs choix technologiques. C'est une méthode très archaïque, reprise par 8 planètes, mais ça marche, déplore Guillaume Roux.
l'alignement de fait de la position du CNRS comme de la plupart des institutions de recherche favorables aux nouveaux OGM. Avec ces stratégies industrielles, ne surprend pas beaucoup les chercheurs habitués à ce que des considérations de performance économique et l'idéologie néolibérale imprègnent la recherche. Vous voyez, hein, la recherche est clairement maintenant polluée par la mise en avant de la technologie, en fait. Voilà, on va aller... Moi, j'en parlais récemment avec un copain. Quand j'étais jeune, j'étais sur un chantier avec, vous savez, les tout premiers téléphones portables. Ceux où tu devais compter combien de lettres tu envoyais parce que tu devais payer à la lettre de SMS que tu envoyais. Donc c'est pour ça qu'on faisait des trucs en raccourci. Et j'avais un ancien, donc je devais avoir 18-19 ans. Et j'avais un ancien qui me disait: ah là là, mais l'âge dont ce machin-là, tu sais pas, la technologie nous mènera à notre perte et à la perte de nos emplois. J'ai 18-19 ans, je rigolais. Mais je rigolais, je vous jure. Je disais, mais non, mais attends, c'est comme si tu disais qu'un stylo bic allait te piquer ton boulot. Quand on est passé de la plume au stylo bic, le stylo bic t'a pas piqué ton boulot, là, c'est qu'un outil. Ben maintenant, j'ai 44 ans. Et je me dis que ce vieux qui doit plus être de ce monde aujourd'hui, il avait bien raison en fait. Il avait bien raison. Ce qui les inquiète en revanche, c'est que la défense des NGT, choix éminemment politique, se fasse en invoquant la science et sa neutralité. La science là, on voit bien qu'elle n'est pas neutre. Hein. Pour le coup, là, sur ce sujet-là, on voit bien qu'elle n'est pas neutre et qu'elle est manipulée par les lobbies. Prétendre parler au nom de la science alors qu'il n'y a pas de consensus et que le choix des OGM est une question de société est une démarche très dangereuse. Que ce soit le CNRS qui usurpe ainsi le nom de la communauté scientifique est encore pire, redoute un chercheur du CEA. En se prononçant tout en ignorant une partie de ses chercheurs, le CNRS encourt de discréditer la science aux yeux du grand public par le débat qui s'ouvre. C'est scandaleux et c'est grave. Et ça, c'est très grave en fait. C'est très grave de manipuler la science à ce point-là, parce que déjà qu'on est dans une société qui ne croit plus en ses gouvernants, qui ne croit plus aux médias, qui ne croit plus en l'éducation, si aujourd'hui vous faites des trucs comme ça, eh bien on pourra donner toutes les sources qu'on veut scientifiques, on nous dira la science là, elle se fait bien manipuler. Elle n'est pas neutre. Et c'est vraiment un jeu dangereux auquel vous jouez là. Auquel vous avez joué parce que ça y est, c'est fait en fait. C'est fait. Appuie Marc-André Sellos. À la limite, que le CNRS prenne position ne serait pas rédhibitoire si ce n'était pas presque toujours dans le même sens, estime pour sa part Philippe Jarne. Les engagements forts interviennent lorsqu'il s'agit de technologie et de promesses pour les industriels et les actionnaires, plus rarement pour soutenir l'innovation sociétale, et plus rarement pour soutenir la plantation des haies, plus rarement pour soutenir la permaculture, l'agroécologie, l'agroforesterie. Alors là-dessus, il faut que ce soit des recherches qui soient faites de façon très personnelle et ensuite faire valider tes résultats, machin et tout, alors qu'on pourrait se pencher dessus. Et pas de façon dogmatique, je le rappelle. Pas de la façon dont ça a été fait. Je préfère pas en parler. Je préfère pas en parler. Il y a déjà eu des trucs qui ont été faits avec l'INRAM et qui ont, pareil, qui sont daubés du cul. Je pense que si vous suivez un peu ce qui se passe au niveau de permaculture, vous savez de quoi je parle. Je vais pas aller m'amuser à taper dessus. Mais là, je pense que oui, la science, elle ne part que dans un sens, alors qu'il y a bien des études qui montrent qu'il y a une autre voie à suivre. Il y en a plein, des études qui vont dans ce sens-là. Alors là, on voit qu'on est dans une technologisation à outrance. Il faut de la technologie, il faut du robot, il faut de... Voilà. Ça me fatigue. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager votre avis et vos opinions. J'ai hâte de vous lire, parce que là, le sujet, quand même, une importance
capital. N'hésitez pas à en débattre entre vous, hein, dans le respect mutuel. Et puis, si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, ça m'aide à être plus visible dans cet algorithme qu'est YouTube. Et à activer la petite cloche. Alors ça, c'est pas du tout pour les algorithmes, mais c'est pour vous, pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Puis si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like, hein, ça fait toujours plaisir, ou un dislike, si vous aimez pas ce que je fais, ou si ma trombine de barbu ne vous revient pas. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.